bienvenue et merci de nous rejoindre si nombreux pour cette nouvelle conférence organisée par la Fondation Terre Solidaire. Je m'appelle Philippe Mayol et je suis le directeur général de la Fondation. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, la Fondation Terre Solidaire est une fondation reconnue d'utilité publique et créée en 2016 par une ONG de développement qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire. Comme vous le savez, face aux conséquences du changement climatique et à la dégradation générale de notre environnement, il y a une urgence à engager une transition de nos sociétés vers des modes de vie, des modes de consommation et des modes de production qui soient plus écologiquement responsables, mais aussi plus justes et plus solidaires. Partout dans le monde, et en particulier en France, des associations ou des collectifs citoyens imaginent et développent des alternatives en capacité de répondre à ces enjeux. Souvent expérimentales ou en phase de démarrage ou isolées, ces initiatives ont besoin de soutien de financeurs patients et engagés pour pouvoir se développer et semer et se mettre en lien. C'est tout le sens de l'action de la Fondation Terre Solidaire depuis sa création. Elle intervient dans 4 champs essentiels: favoriser une agriculture et des systèmes alimentaires plus durables, promouvoir une économie sociale et solidaire et écologiquement responsable, développer les énergies renouvelables par et pour les citoyens, sauvegarder et protéger la nature et gérer durablement les ressources naturelles. Notre action s'est concrétisée depuis ces 5 dernières années par le financement de plus de 160 projets en France ou à l'international. Ceci grâce au soutien de plus de 3500 donateurs individuels que je souhaite remercier chaleureusement pour leur confiance. Ces projets sont choisis par la Fondation Terre Solidaire car ils ont un impact social et environnemental fort. Ils ont également une capacité à être inspirants, voire à essaimer sur d'autres territoires ou à d'autres échelles. Ces soutiens peuvent concerner des projets de terrain, des mises en réseau entre porteurs de projets, mais également des expérimentations ou des travaux de recherche. Pour en savoir plus sur nos actions, je vous invite à aller visiter notre site internet et à suivre notre actualité via les réseaux sociaux ou en vous abonnant à notre lettre d'information. En novembre dernier, nous avons démarré un nouveau cycle de conférences que nous avons intitulé « Penser autrement la place de l'économie ». Car selon nous, il s'agit aujourd'hui d'un véritable enjeu de société. Nous avons largement atteint les limites d'un système qui privilégie la surconsommation et le gaspillage, le profit au détriment de l'environnement et qui n'est donc plus adapté aux enjeux actuels. Pour démarrer ce cycle, la Fondation a reçu en novembre dernier l'économiste Éloi Laurent, pour qui il est crucial d'articuler écologie, économie et sociale. C'est seulement en prenant en compte l'ensemble de ces aspects que nous pourrons penser une économie plus respectueuse de l'environnement et des humains. Je vous invite à revoir cette première conférence en allant sur notre site internet. Pour continuer de réfléchir à ces questions, la Fondation Terre Solidaire est heureuse de recevoir ce soir Dorothée Brouvez. Dorothée, vous êtes journaliste, scientifique et cofondatrice de Tech for Life, qui aide les organisations et les acteurs de la société à se positionner sur une trajectoire de développement compatible avec le vivant. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont L'urgence du vivant vers une nouvelle économie, paru en 2018 aux éditions François Bourroin. Nos outils économiques ne sont plus pertinents, car ils sont aveugles à la destruction des communs qui sont nos milieux de vie. Ainsi, il est devenu vital de reconnaître et de donner de la valeur aux actions de préservation et de contribution aux relations sociales et écosystémiques des organisations et notamment des entreprises. Quantité d'acteurs s'emploient à faire changer le système pour réintégrer partout dans l'économie les vrais coûts liés aux gaz à effet de serre qui sont émis ou aux conséquences des pollutions. Il nous paraissait donc intéressant de pouvoir vous écouter, Dorothée, pour nous partager vos analyses et vos réflexions sur le sujet. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Philippe Mayol pour cette introduction et pour cette invitation. Et je suis très heureuse de m'inscrire dans ce cycle inauguré avec l'intervention d'Éloi Laurent. Écoutez, on va donc pouvoir déployer un certain nombre de réflexions ensemble. Et je salue tous ceux qui nous ont rejoints pour, je dirais, partager un certain nombre de réflexions. Évidemment, je parlerai depuis mon expérience. Je ne suis pas économiste, je suis biologiste, mais mon parcours m'a amené d'une part à questionner les enjeux sociaux des technologies par mon travail de journaliste pendant 30 ans, à explorer les conflits d'intérêts par mon travail de médiatrice avec l'association Vivagora que j'ai fondée en 2003 et qui a donc fait tout un travail de questionnement sur les nanotechnologies, sur la biologie de synthèse, sur les neurosciences.
Et donc, pour ce rendez-vous aujourd'hui, je vais me placer sur ce qui s'est passé pour moi ces dernières années, avec, je dirais, presque une notion d'atterrissage, pour reprendre le terme de Bruno Latour, sur le cadre économique dans lequel nous sommes et qui peut expliquer bien des impasses qui nous empêchent en fait d'ouvrir l'avenir. Euh, je commencerai simplement dans les dernières années que je viens de traverser, eh bien, avec Tech for Life, donc, que j'ai fondé il y a 3 ans, en voulant nous atteler à la question de la bioéconomie, qui est donc l'économie avec le vivant, qui s'impose puisque nous allons devoir faire sans les énergies fossiles. Eh bien, la question de la garantie du caractère renouvelable des ressources ne me semble pas du tout donnée par une économie qui n'est pas véritablement en phase, en perception de ces destructions. Et donc, on va aller plus avant sur ce problème du miroir des activités économiques que représente la comptabilité, qui est au cœur de l'activité actuelle de Tech for Life. Mais pour commencer, je voudrais revenir sur cette notion que tu as rappelée, Philippe, qui est cette notion de compatibilité avec le vivant. Compatible, ça veut dire qui peut s'accorder avec autre chose, qui existe en même temps. Il s'agit donc de voir comment nos activités économiques, industrielles, techniques peuvent s'accorder avec le monde vivant. En bref, la question devient comment nos manières d'extraire des matières fossiles, des minerais, de produire de l'énergie, de construire, de produire des textiles, des médicaments, de cultiver, d'utiliser Internet sous le domaine numérique, comment est-ce que ces activités s'accordent avec le monde vivant? Alors, premier constat, vous avez sans doute entendu parler de cette drôle d'information, qui est que nous savons aujourd'hui que la technosphère, donc c'est-à-dire tout ce que nous avons fabriqué, a un poids supérieur à la biosphère. Déjà, c'est assez impressionnant comme constat. Mais je dirais, il y a aussi un autre constat, c'est que nous savons que nous ne pouvons pas continuer comme cela, de par les dégâts que opère le développement industriel et technique, parce que le réchauffement climatique est là, parce que l'effondrement, ce qu'on appelle la 6e extinction du vivant, montre que le dérèglement est partout, c'est-à-dire on a affaire à un déséquilibre qui se généralise et qui induit des dépassements de seuil qui, je dirais, produit des effets un peu en cascade. Et donc, la situation qui est la nôtre, c'est que nous avons seulement 30 ans pour réinventer un système, donc avec un modèle économique idoine, qui a été fondé sur les énergies fossiles. Donc, et qui a mis 2 siècles à se mettre en place. Donc, ce défi qui est d'inventer une économie zéro carbone et une économie éco-compatible se pose face à maintenir une terre habitable, rien que cela. Et sur ce défi-là, je dirais, nous ne pouvons que être solidaires. C'est notre destinée commune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir sans traitement de cette question. Alors, le sujet n'est pas nouveau, parce que déjà, il y a 50 ans, le Club de Rome avait pointé cela, alerte à la croissance, et on voit que 50 ans après, ce que nous avons mis en place en termes de RSE, de réponse en termes de développement durable, d'innovation responsable, n'ont pas produit des effets suffisants parce qu'il ne s'agit pas seulement de stopper ce que j'appelle moi les dégâts du progrès, en référence
au rapport de la CFDT de 1972, même année que la publication du Club de Rome. Il ne s'agit pas seulement de réduire les intoxications dont on vient de parler, puisque c'est la 5e limite planétaire qui vient d'être franchie, puisqu'on voit que la chimie est aussi concours à ces éléments de destruction. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter la fragmentation des milieux, le dérèglement des rythmes et du climat, il s'agit de réinventer de nouvelles manières de faire. C'est très important de mesurer la différence entre ces deux caps, parce que sinon on reste dans du palliatif, on reste sur des effets de compensation, du pollueur-payeur, confère Cécile Pigou 1920, donc pour régler les problèmes d'externalité. Et donc, ça veut dire, d'un point de vue concret, pour être un peu clair, que ça veut dire quitter peut-être l'idée de fabriquer des pesticides pour aller vers des solutions de modulation avec ce qu'on appelle le biocontrôle, avec donc des solutions de molécules chimiques, enfin comment dire, ce qu'on appelle des auxiliaires de culture qui vont être en concurrence avec des ravageurs ou des phéromones qui vont venir limiter l'impact des ravageurs qui nous ennuient. De même qu'on peut penser une autre chimie qui ne va pas être à haute température ou à haute pression, mais une chimie comme le vivant, basée sur la biochimie tout simplement. De même, il faudra penser une économie qui va se dire donc circulaire, frugale, résiliente. Et c'est donc ces différentes dimensions qu'on va essayer d'explorer dans la perspective de cette transformation radicale qui concerne pas seulement les États, mais les investisseurs, les assureurs, les législateurs, les normalisateurs, les dirigeants d'entreprises, mais bien sûr aussi la société civile qui va jouer un rôle capital, elle le montre déjà, en inventant dans les territoires des approches alternatives tout à fait créatives. Le principal défi va être d'avoir une coopération, une coordination cohérente dans cette affaire, dans un contexte qui n'est pas facile, puisque les tensions sont croissantes, à la fois sur les ressources et qui se traduisent par l'émergence de cyberguerres économiques. Je ne m'attarde pas, mais vous voyez ces choses-là monter au sujet de l'augmentation des tarifs énergétiques sur le bras de fer avec la Russie, et puis tout ce qui va avec, les questions géopolitiques, tensions croissantes sur les données, qui se traduisent par le dénigrement ou le torpillage des démocraties, comme a pu le faire Cambridge Analytica lors des dernières élections américaines qui n'étaient qu'une mascarade, puisque truquée. Non pas l'avant-dernière, celle qui a permis d'élire Trump, avec l'intervention de manipulation sur les esprits, enfin sur les calculs de population. Et puis, autre tension qu'on voit très bien quand on est un peu attentif et qui s'illustre peut-être avec la nomination d'Emmanuel Faber, j'y reviendrai, sur les normes comptables qui font les catégories qui fabriquent la valeur, rien que cela. Donc, bien sûr, on peut être inquiet, mais ce que je vais essayer de montrer, c'est comment on voit quand même des logiques d'acteurs très différents se mettre à changer assez rapidement, à s'aligner par rapport à de nouveaux référentiels économiques, et donc avec de nouvelles règles du jeu, et se mettre en synergie. Et c'est là qu'est tout l'espoir que l'on peut avoir en ce début d'année. Mon exposé va se dérouler en 8 parties. Je vais démarrer sur un peu un récit, je vais passer au sujet de la comptabilité, donc le sujet des normes. Je passerai au sujet des entreprises avec le rapport à la performance, les nouveaux modèles d'affaires, la question des risques et donc les législations qui vont avec. Je parlerai des prix, du prix juste, des coûts cachés et les questions fiscales qui vont avec.
je dirais, le 5e point sera le sujet de la gouvernance, ce que j'appelle la gouvernance par les empreintes, avec tout ce qui peut être label, incitation, conditionnalité des aides, et puis le contexte international avec des responsabilités qui ne sont pas du tout les mêmes entre les empreintes de l'Inde et celles des États-Unis, donc des responsabilités que chacun doit prendre à la hauteur des pollutions qu'il a engendrées sur le globe depuis 2 siècles, qui ne sont pas les mêmes pour des Africains ou pour des Occidentaux, et le sujet des inégalités qu'il ne faut pas oublier. Certains pensent la fin du monde, mais la plupart des habitants de la planète pensent à la fin du jour, tout simplement. Certains à la fin du mois, mais pour la majorité, c'est la fin du jour. Et je terminerai sur la question d'investir dans le long terme. Alors, pour aller un peu vite, moi, je suis arrivée dans ces sujets-là dans les années 80. J'étais journaliste à la Croix et c'était le rapport Brundtland de 1987, Sustainable Development. Comment traduire ce terme? C'était ça le sujet pour des journalistes. Et vous voyez que ce mot soutenable, dont le contraire est extrêmement puissant avec la notion d'insoutenabilité, est devenu durable, est devenu banal, est devenu très faible, alors que de plus en plus, on parle de soutenabilité et même on est obligé de renforcer le mot en parlant de soutenabilité forte. Comme je l'ai dit, on s'inscrivait avec le rapport Brundtland de 87 dans l'histoire donc du Club de Rome. Attention, nous ne pouvons pas continuer comme cela, qui annonçait que on allait avoir un effondrement prévu en 2030. Le système planétaire va s'effondrer, pouvait-on lire. Nous y sommes presque. Et nous le voyons, qu'il y a des effets en cascade, comme je le disais tout à l'heure. Alors, nous avons été nombreux à nous élever pour donner l'alerte. Je ne vais pas parler de Printemps silencieux de Rachel Carson en 62, je ne vais pas parler de Grothendieck, ni de Gors, etc., de Ellul, etc., tous ces gens qui ont dit qu'il y avait un bluff technologique, pour reprendre le terme de Jacques Ellul, et qu'il fallait aussi du côté de l'économie bouger. Je reviendrai sur les auteurs pionniers dans quelques minutes, mais pour ma part, moi, j'ai cru qu'à cette époque, on a chacun investi sur des choses, que j'ai pensé que l'information pouvait être importante. J'ai pensé que les lanceurs d'alerte pouvaient jouer un rôle important, d'où le livre que j'ai publié avec André Cicolella, qui s'appelle Alerte Santé, qui décrit l'itinéraire d'une dizaine de lanceurs d'alerte. J'ai pensé que le débat public était une chose sur laquelle on pouvait miser, et c'était donc Vivagora les années 2000. Et j'ai mesuré combien les mesures de protection du vivant étaient inefficaces. Et aujourd'hui, je me l'explique par un manque de prise, tout simplement. Ce terme est très important, le terme de la prise économique, parce que à quoi bon dire il faudrait les paroles, etc., si l'économie programme la destruction à partir de notions comme les externalités, comme l'actualisation, j'y reviendrai, eh bien, va avoir du mal à jouer dans des injonctions paradoxales. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a eu des efforts intéressants. On peut citer là, par exemple, le règlement REACH. Le règlement REACH, c'était expertiser toutes les molécules chimiques pour leur donner l'autorisation de mise sur le marché, qu'on pourrait étendre à l'idée d'une autorisation de mise en société. Je pense qu'il faudrait y passer parce que tout simplement, on a expertisé sur la santé des hommes, mais on n'a pas expertisé sur la santé de la terre, des sols, des océans, parce que si on avait vraiment pris la mesure de
fait ce travail-là, on n'aurait pas la situation que nous avons d'intoxication générale par les plastiques, par le nonylphénol, les plastifiants et toutes ces molécules, même médicamenteuses, qui ne sont absolument pas du tout limitées du point de vue de leur impact environnemental. Et j'ai donc, pour moi, tout a basculé quand j'ai compris que nos outils économiques sont aveugles à la destruction de nos milieux de vie. Et je vais y venir, mais il est clair que si nous sommes aveugles, nous sommes incapables de prendre soin d'une chose que nous ne voyons pas. Et pourtant, dès les années 50-60, des économistes comme Herman Daly se sont levés pour ébaucher des économies nouvelles qu'on peut appeler une économie écologiste, qui n'a rien à voir avec l'économie environnementale, qui est encore, je dirais, dans le principe de l'atténuation. On a vu aussi se mobiliser quelqu'un comme Georgescu Reagan, qui est extrêmement intéressant avec la vision de l'économie comparée à la thermodynamique, très inspirant, que Gaël Giraud va d'ailleurs reprendre dans son livre qui sort début mars, d'après ce que j'ai pu comprendre dans une vidéo qu'il a faite récemment. Et donc, les successeurs de ces personnes, c'est des personnes comme Jean-Dominique Vivien et surtout René Passé, qui a publié en 1979 L'économique et le vivant, pionnier très, très intéressant. On peut parler aussi de Karl Polanyi, qui en 1949 a publié son livre La Grande Transformation, qui a nous invité à réencastrer l'économie dans la société, ça veut dire la placer sous gouvernance sociétale et non pas au-dessus des lois, et la société elle-même dans la biosphère. Et donc, c'est en travaillant sur la bioéconomie que je me suis donc intéressée à la question de la comptabilité par l'intervention très, très importante pour moi d'Alexandre Rambaud, que j'ai rencontré dans nos travaux à Tech for Life, qui m'a alertée sur l'importance de cet univers, puisque en fait, rien n'est prévu pour maintenir la productivité du monde vivant. Et en fait, le problème, c'est que les règles comptables sont basées sur la préservation d'un seul capital, le capital financier. C'est-à-dire que l'amortissement n'est prévu que sur ce capital. Et donc, il s'agit, avec l'approche que défend aujourd'hui Alexandre Rambaud, de faire la même chose avec le capital naturel et le capital social ou humain, sous inspiration des travaux de Jacques Richard, qui a publié en 2012 Développement durable et comptabilité. Il faut donc que la comptabilité arrive à donner une image fidèle de l'activité de l'entreprise. Et pour ce faire, Alexandre Rambaud et Jacques Richard ont développé la méthode CARE, qui veut dire Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, c'est-à-dire une comptabilité qui s'organise dans le respect de l'écologie, et qui fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il met dans le système comptable le renseignement sur l'état des écosystèmes et provisionne des fonds pour maintenir le bon fonctionnement de ces écosystèmes. Vous allez me dire, encore faut-il bien les connaître, et c'est donc une mobilisation mondiale qui s'opère depuis 15-20 ans pour instaurer, travailler sur ce qu'on appelle des métriques, c'est-à-dire des cadres pour appréhender le système naturel. Alors, on peut l'appréhender par les équilibres, par les limites planétaires, on peut les appréhender par les coûts de maintien. Tout ça, je dirais, est abordé de différentes manières selon les acteurs.
si je continue un peu mon récit, dans notre engagement à Tech for Life, ce travail sur la comptabilité s'est d'abord traduit par la mise en œuvre d'un événement public pour faire une pédagogie, pour mettre ce sujet en société, pour le mettre en politique, d'ailleurs sous l'injonction de Delphine Batho, que nous avions invitée dans un de nos événements, qui nous a dit que ce sujet était primordial à rendre visible. Et nous avons donc fait un tribunal fictif en septembre 2019 qui a accusé Jacques Richard de 3 griefs et avec un procureur général qui était rien de moins que le président de l'autorité des normes comptables, Patrick de Cambourg. Et puis nous avons eu des témoins, le directeur RSE de LVMH, Cyprien Ionescu qui est au WWF, etc. Je vous invite vraiment à aller revoir certains extraits, notamment les meilleurs moments, mais surtout les plaidoiries des 2 avocats, pour comprendre l'enjeu de cette affaire-là. Parce qu'on entend par exemple Alain Fustek qui explique que le job de la comptabilité, je reprends son terme, est de rendre compte de la valeur. Simplement, vous vous rendez compte. Or, la comptabilité actuelle ne donne pas de valeur aux biens que sont le pétrole, le gaz, les richesses vivantes. Seuls les coûts d'extraction sont valorisés. Et donc, le système conduit tout droit à la dévoration du monde, pour reprendre aussi un terme de Gaël Giraud. Dans le témoignage d'Yvon Martinet, qui était le défenseur de Jacques Richard, avocat, eh bien, il a montré l'importance, dans une plaidoirie superbe et très drôle d'ailleurs, l'importance de cet élargissement de la comptabilité, enjeu quasi vital selon sa plaidoirie. Alors, l'effet de cet événement, c'est que beaucoup d'acteurs présents, qui étaient des directeurs RSE, beaucoup d'entreprises, ont eu envie de continuer. Et nous avons ouvert une alliance que nous appelons l'Alliance Compta Régénération, conçue avec 7 collèges, donc comme une interface, comme une sorte d'accélérateur de compréhension du défi et de mise en selle des expérimentations. Nous avons construit ce collectif qui comprend maintenant une 12aine d'entreprises, dont Danone, Veolia, La Poste, Crédit Coopératif, Mirova, et puis des acteurs du chiffre comme Grant Thornton, comme RSM, Serre France. Et nous avons commencé un travail donc, qui se prolonge cette année, pour la 3e année, pour explorer comment avancer pour faire ce travail-là. Et nous avons publié une cartographie des acteurs, des enjeux, des controverses, pour se repérer tout simplement dans ce nouveau monde et pour faire comprendre aussi que la comptabilité, c'est absolument pas uniquement une affaire de calcul. C'est d'abord une affaire de représentation. Qu'est-ce que l'on va considérer? À quoi est-ce que nous allons prêter attention? De quoi faut-il prendre soin? Et dans le monde d'aujourd'hui, il est évident qu'on ne répond plus du tout de la même manière qu'il y a 50 ans. Et dans le monde covidé, si je puis dire, on répond encore différemment qu'il y a 2 ans, puisque l'on voit que les circuits courts sont vitaux, on voit que la résilience des territoires va être un enjeu capital, on voit que la dépendance, que la dimension d'autonomie devient une valeur très forte. Et donc, la première fonction de la comptabilité, c'est que prendre en compte. Et ça, c'est une affaire démocratique. Ça n'appartient pas aux financiers ni aux industriels. Le deuxième niveau, c'est de quoi être comptable. La comptabilité, ça interroge des engagements. Je suis comptable de, c'est donc une responsabilité. C'est aussi une affaire de contribution. À qui je rends compte et de quoi?
Donc, vous voyez que ce terme de comptabilité, de rendre compte, est extrêmement riche et je vous invite vraiment à explorer ces champs-là qui se sont beaucoup ouverts et qui ont fait l'objet en 2021 après le rapport que nous avons publié en mars, de 3 autres rapports au moins, celui du C3D, du Collège des directeurs RSO, celui de Profil, dirigé par Geneviève Ferron, celui de l'APESA, qui est une société qui est à Bordeaux en réponse à un appel d'offres public-privé qui décrit les méthodes comptables alternatives, que je ne vais pas développer ici parce que ça risque d'être trop long et peut-être trop technique. Mais ce que l'on comprend, c'est que nous devons faire une sorte de reset de nos boussoles, parce que nos outils de mesure sont à revoir. Nous devons faire attention, comme le dit Bruno Latour en atterrissant, à de nouvelles valeurs et nous devons l'exprimer dans les comptes, parce que ça ne sert pas à grand-chose de dire ça, c'est important. Ce qui compte, ce qui est important, c'est que ça soit traduit dans les territoires, dans les entreprises, et que ces choses qui comptent soient intégrées dans du soin et dans de l'amortissement, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si on doit investir pour défendre quelque chose, il faut construire un amortissement. Il faut faire évoluer notre rapport au temps. J'ai parlé tout à l'heure d'actualisation, qui est un véritable système de préemption du futur, c'est-à-dire qu'on est payé déjà sur des gains qui auront lieu dans 10 ans. Un peu problématique pour les jeunes générations d'affirmer ce type d'attitude et d'être de plus en plus dans je touche aujourd'hui les gains futurs. C'est le comportement du PDG de Pfizer qui vend ses actions le lendemain des résultats de son vaccin il y a à peu près un an. C'est extrêmement choquant. Investir, c'est croire au futur et c'est plutôt adhérer à un projet et prendre des risques. Le problème des risques est à poser aussi, on y reviendra. C'est un rapport à l'espace. Les entreprises sont invitées à se situer dans leur milieu. Ce n'est pas des entreprises hors sol. Il faut que la finance hors sol soit limitée dans ses dégâts et qu'on revienne à une économie matérielle qui investit dans les choses réelles, dans l'économie réelle. Et donc, les entreprises ne peuvent pas rester dans une indifférence à leurs externalités. Elles ne peuvent pas non plus continuer à considérer que le seul risque à prendre en compte, c'est celui de l'environnement sur elles-mêmes. Elles doivent rendre des comptes sur ce qu'elles font peser sur les écosystèmes. C'est le problème de la régénération, c'est-à-dire qui va prendre en charge le défi collectif qui est de maintenir les biens communs. Et chacun doit faire sa part. Alors, mon point suivant concerne les entreprises. Les entreprises, elles sont de plus en plus entourées par de la législation qui est extrêmement intéressante au niveau européen, notamment dans le cadre du Green Deal. Parce que seulement en 3-4 ans, ces 54 lois européennes qui ont été modifiées, à la fois sur la finance, sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, le marché du carbone, la transparence des entreprises, qu'on appelle disclosure en anglais, les batteries, et je citerai simplement le reporting extra-financier qui est devenu un reporting de soutenabilité avec l'extension de ce travail aux entreprises maintenant de moins de 500 salariés, hein, donc ça devient ça touche les PME désormais. La transparence a été aussi la directive Sustainable Finance Disclosure Regulation qui a aussi été actualisée. Et puis surtout la taxonomie qui est un système qui demande aux entreprises de donner un chiffre, c'est simplement leur taux d'alignement
aux trajectoires de soutenabilité donc tolérable à 1,5 degré, pas seulement d'ailleurs d'un point de vue carbone, mais du point de vue même de la biodiversité et de toutes les questions environnementales dans cette taxonomie. Alors, elle prend des coups de butoir sur le nucléaire, comme vous le savez, ou sur le gaz, mais je pense quand même que le cap qui est fixé est tout à fait stimulant. Et cette stimulation peut se situer aussi dans d'autres stimulations. La loi Pacte, avec les nouveaux statuts d'entreprise, entreprise à mission, qui se situe, je dirais, dans la droite ligne de l'économie sociale et solidaire. Il faut rappeler quand même que les coopératives, c'est pas si nouveau et qu'il y a donc d'autres manières de développer un business que simplement les entreprises actuelles. Et donc, beaucoup d'entreprises deviennent entreprises à mission. Danone, le groupe Invivo, la Camif. Et alors, on va me dire peut-être que ce n'est pas d'une exigence énorme, mais c'est toujours des effets d'alignement qui me semblent très intéressants. Et il y a quand même des vérifications. L'entreprise s'engage à donner des indicateurs qui sont audités par des ETI. La question des risques, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer directement sur la question des prix. Parce que vous avez tous vu la semaine dernière, tout simplement, des annonces de grandes surfaces comme Leclerc, pour ne pas les citer, de la baguette à 28 centimes, du kilo de porc à 2 euros. Et ça ne peut plus durer, cette affaire-là. Le prix, c'est évidemment que c'est pour dire, moi, j'assure le pouvoir d'achat des Français, je leur permets d'acheter encore et toujours, bien sûr. Mais c'est un signal qui est complètement factice. Il n'y a plus du tout de construction du prix en fonction des coûts de production. Donc, on est dans une construction du prix qui est complètement biaisée, qui n'est pas pédagogique, et qui n'est plus tenable aujourd'hui parce que nous sommes incapables de produire des choses avec ces prix-là, et d'autant plus que même des prix bas ne tiennent pas compte des externalités dont j'ai parlé, c'est-à-dire de tous les coûts qui pèsent sur l'environnement, c'est-à-dire le carbone émis, les destructions des écosystèmes pour produire ces farines à bas coût, de basse qualité. Et donc, on ne peut pas avancer dans ce système où on continue à ne pas payer le vrai prix aligné à la production. Alors, évidemment que sur les marchés, avec la fair value et le système des prix de marché, offre-demande, on va avoir beaucoup de mal à rester collé, à traduire les coûts de production. Mais simplement, je signale qu'un mathématicien assez efficace et qui a beaucoup publié dans différents domaines et récemment d'ailleurs sur le vivant, qui a publié le livre Le mensonge de la finance, qui s'appelle Nicolas Boulot, nous explique que sur les marchés mondiaux, les prix ne reflètent plus la valeur des biens et des services. Et donc, parce que voilà, ils sont liés à l'offre et la demande, comme je viens de le dire, et que on a un problème parce que les prix ne reflètent pas la santé économique de la planète. Et on ne peut pas s'étonner de voir que les marchés se portent à merveille en situation de pandémie active. Et donc, on se retrouve avec, là aussi, un système aveugle. Donc, les tentatives de remettre les choses d'aplomb, pour moi, c'est ce que fait Nicolas Chaban avec C'est qui le patron, c'est-à-dire une sorte de pacte entre producteurs et consommateurs pour dire, ben voilà, on s'accorde sur un prix, je suis d'accord pour cette qualité et je forge ce prix. Et vous avez vu que les parts de marché du lait qui a été produit de cette manière-là dominent aujourd'hui, même dans la grande distribution. Donc, il y a un avenir à construire ce type de processus qui est un véritable court-circuit de l'économie actuelle.
les court-circuits vont se multiplier parce que là, les indicateurs de richesse sont en train de bouger, et c'est-à-dire ça fait déjà pas mal d'années qu'on en parle. Le rapport de Patrick Vivray en 2002 reconsidérait la richesse, c'était déjà là. Les mesures du PIB, on sait bien que de très nombreux auteurs ont dit qu'on ne peut plus rester sur cette base-là de mesures complètement, là aussi, qui ignorent complètement les dégâts, puisque plus vous êtes malade et plus vous avez de gens qui ont besoin de soins, meilleur est le PIB. Donc, c'est quand même pas une très intéressante référence. Donc, il faut faire évoluer ces choses, et la loi Eva-Sas d'avril 2015 va dans ce sens, avec les nouveaux indicateurs de richesse, 10 indicateurs qui devaient permettre d'évaluer les investissements de l'État, les programmes de travail de l'État, mais qui est très peu mise en avant. Et je pense que ces dernières années, elle n'est même plus mise en œuvre par le Premier ministre, ce qui est quand même un petit peu étonnant. Mais ce qui est en train de se passer depuis la base, et vous voyez comme les choses se répondent, c'est que la demande d'avoir des scores sur la nutrition, le Nutri-Score, d'avoir des scores sur l'information environnementale des produits, Planet Score, d'avoir des scores sur les entreprises, Impact Score du mouvement Impact France, d'avoir des labels, les labels bas carbone. Tout ça nous amène vers une perspective d'une société qui pourrait évoluer vers une société gouvernée par les empreintes, où vous obtenez des passes, et si je peux me permettre avec cette allusion à la situation des passes sanitaires, vous obtenez des passes sous réserve que vous n'avez pas dépassé votre quota, ou sous réserve que votre activité est dans les clous des trajectoires compatibles. Donc, c'est quand même ce qui est en train d'apparaître avec tous ces efforts. Après, on peut en discuter. Alors, ce qui est très important pour terminer, c'est le contexte international. Nous sommes insoutenables. On l'a compris en 87 avec ce rapport Brundtland que j'ai cité au tout début. Mais qui est responsable de la menace? Eh bien, c'est nous, c'est-à-dire nous, pays occidentaux, avec le mode de développement que nous avons propagé et mondialisé. Donc, voilà où nous en sommes. Et donc, en 2015, ce qui est apparu clairement, notamment donc, avec la rencontre à Paris, c'est que, enfin, de manière peut-être plus explicite, c'est que la responsabilité n'est pas la même pour tous les pays. Et ça, c'est un point sur lequel il faut s'attarder un tout petit peu, c'est-à-dire que l'Anthropocène, c'est-à-dire cette époque dans laquelle nous sommes, où nous reconnaissons que l'humain, le développement humain devient une force géologique, de type géologique, puisqu'elle est capable de modifier le climat, eh bien, cet Anthropocène nous oblige à voir désormais notre planète comme une planète qui a des limites, vous savez qu'il y a cette annonce chaque année sur le jour du dépassement, c'est-à-dire bien l'idée de l'empreinte environnementale que nous infligeons et du nombre de planètes que nous consommons, et que ce jour de dépassement, il est de plus en plus tôt dans l'année. Il était encore récemment en été, mais je pense qu'il est maintenant en juin. Alors peut-être qu'avec la pandémie, ça s'est un petit peu atténué, mais on est quand même, nous consommons, en tout cas en France, plus d'une planète chaque année, une planète 5 largement, si ce n'est pas 2, je crois même. Et donc, nous savons qu'il y a les limites, nous avons ces 9 limites planétaires qui ont été décrites par l'Institut Rockström,
Et nous avons aussi la notion maintenant des limites plancher sociales qui ont été décrites par l'économiste Kate Raworth, donc avec le fameux donut. Nous sommes dans un donut que d'ailleurs on peut reprendre en se disant bah, tiens, ce donut, c'est aussi la couche mince d'une certaine manière dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire entre 0 et 5 km, nous pouvons vivre. Hein, c'est un espace vivable pour les humains qui a été rendu vivable, je le rappelle, par 3,8 milliards d'années d'évolution. Quel investissement! Et donc, il nous faut aujourd'hui respecter. Respecter alors même que les inégalités, je termine, sont extrêmement importantes. 10% des plus riches émettent 52% des émissions cumulées entre 90 et 2015. Leur empreinte carbone est de 21 tonnes de CO2 par an et par habitant. Elle grimpe à 73 tonnes pour 1% des plus riches de la planète. Vous entendez, là, on voit bien que ce n'est pas tout à fait pareil de s'adresser aux plus riches et de leur responsabilité aujourd'hui. Et nous en sommes parmi les plus riches, alors même que les 50% les plus pauvres sont responsables de seulement 7% des gaz à effet de serre. Et leur empreinte a quasiment pas augmenté depuis 25 ans, alors qu'elle a explosé chez les plus riches et dans les classes moyennes. Donc ça, c'est extrêmement important à souligner. Ça veut dire qu'il faut questionner notre rapport au progrès. Nous avons publié avec Entrepreneurs d'avenir il y a 2 ans un manifeste pour refonder le progrès dans une réconciliation avec le vivant. Si vous voulez, je mettrai le lien dans le chat quand j'aurai terminé, mais c'est une sorte d'incitation, de manifeste qui donne des repères sur comment est-ce qu'on peut penser le progrès avec le vivant. Et ce mot n'est pas comment dire, à dénigrer. Nous arrivons donc sur une conflictualité d'un nouveau type, comme je le dis, et comme commence à le dire Bruno Latour avec ses classes géosociales. Et c'est pour ça que l'économie politique doit être refondée aujourd'hui selon ce sujet de l'habitabilité de la Terre, et qu'il faut arriver sur une approche de long terme. C'est-à-dire que si nous sommes dans cette panique aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est que nous avons oublié simplement l'avenir. Nous avons oublié le souci de construire la possibilité de l'avenir parce qu'il était automatique. Vous vous souvenez peut-être de l'exposition universelle de Chicago, c'était vraiment l'idée que l'innovation, ça allait forcément faire du progrès social. Non, ça n'est plus le cas. Et donc, il faut aujourd'hui travailler sur la notion de maintenance. Je vous invite à vous référer au livre de Pierre Kay qui est intitulé « Durée, éléments pour refonder le système productif », qui est extrêmement riche et stimulant pour inspirer cette transformation vers la pensée du long terme. Vers des entreprises qui vont être contributives, qui vont intégrer responsabilité et efficacité, et non pas dire la responsabilité, c'est pour les pouvoirs publics, avec vraiment une répartition des rôles. Et je terminerai avec le sujet de la démocratie, qui pour moi est capital pour se prémunir de la domination d'un groupe d'influence sur un autre. Parce que les jeux d'acteurs sont extrêmement importants à surveiller, parce que c'est eux qui vont déterminer l'intérêt, la fabrique de la valeur, et donc il faut être très attentif. Et à ce sujet, j'ai évoqué tout à l'heure Emmanuel Faber, mais c'est des enjeux géopolitiques sur matérialité simple ou double, ça c'est un sujet un peu technique, mais quand j'entends en ce début d'année Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, qui est donc à la tête de 10 000 milliards de dollars d'actifs, nous écrire dans sa lettre au PDG le capitalisme a le pouvoir de façonner la société
et d'agir comme un puissant catalyseur de changement, je me dis que là, on marche sur la tête. Parce que ce n'est pas le capitalisme qui va designer le futur. Ça ne peut pas être… le capitalisme est une fabrique qui est devenue, je dirais, un cadre mental qui n'est pas le cadre je dirais, de l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs, c'est nos visions démocratiques. Et il me semble très important que chacun, là où nous sommes, nous soyons en capacité de faire notre part pour façonner l'économie que nous voulons véritablement, telle que nous pouvons la rêver en la pensant inscrite dans ce long terme. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère ne pas avoir été trop longue. En tout cas, un très très grand merci, Dorothée. Non, c'était passionnant, hein, je pense que c'est partagé, très riche, hein, donc plein de questions en tout cas. Moi, j'aurais envie de te poser, peut-être, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat, soit dans le fil questions-réponses, hein, ou dans les discussions. Et puis merci à Hugo et à Corentin d'avoir mis des liens par rapport aussi aux documents que tu mentionnais, que ce soit le manifeste pour refonder le progrès, ou aussi par rapport au tribunal pour les générations futures, hein, qui a été mis sur le lien. Une question finalement sur ce que tu viens de terminer. Donc, comme tu disais, il y a toute la question de qui fait les normes, mais aussi qui va influencer, hein, et dans ton exposé, tu nous as montré un ensemble d'initiatives alternatives dans différents îlots, mais comment aller plus loin? Et quelle peut être la place de l'État pour aller plus loin? Parce que nous sommes dans un pays très centralisé en France, donc c'est vrai qu'on attend beaucoup de choses de l'État. Tu as donné des exemples au niveau de l'Union européenne, tu as cité aussi l'exemple de la loi Pacte. Mais est-ce qu'à un moment, il y a nécessité que l'État aille plus loin pour imposer, pour créer une dynamique collective? Et donc, derrière, c'est aussi quel pouvoir, comment aller plus loin d'un point de vue des initiatives citoyennes, parce que l'État aussi, on a aussi les dirigeants qu'on mérite, entre guillemets, donc c'est aussi comment… Et puis, je pense que ce serait aussi intéressant sur cette question de la puissance publique et de la manière d'aller plus loin et d'accélérer, parce que, comme tu le rappelais tout au début, notre horizon du changement, c'est un horizon à 2030, 2040, hein, voire 2050 si on voit l'accord de Paris. Quelles sont les évolutions aussi que tu peux constater dans d'autres pays européens pour aussi contrebalancer ou pour aussi comparer à ce que tu as cité dans les exemples que tu as cités en France? Donc, deux questions. Enfin, comment l'État peut aller plus loin, puis au niveau de l'Europe, comment on peut voir, est-ce qu'on voit d'autres évolutions similaires? Alors, en fait, la question de l'État se pose en termes de répartition des efforts. Hmm. Parce que, comme on vient de le voir, que ce soit au niveau national ou au niveau international, les acteurs n'ont pas tous le même pouvoir d'action et puis la même empreinte. Il y a d'ailleurs deux choses différentes. Dans ce cadre de la différenciation des efforts, évidemment que la question des taxations différenciées, de l'exonération, par exemple, de taxes pour des activités favorables à l'environnement est une mesure tout à fait importante. Je pense, enfin, je me souviens d'ailleurs d'un échange que nous avions eu dans la réunion de l'économie et des entreprises de demain à la Cité internationale, où Fabrice Bonifay, qui travaille chez Bouygues, directeur RSE, demandait à Olivia Grégoire est-ce qu'il serait possible de favoriser le réemploi des matériaux de démolition. Bon. Donc ça, il y a énormément de choses assez pratico-pratiques qui relèvent d'orienter sur des préférences.
c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on est en train d'organiser pour la sortie des véhicules thermiques pour aller vers des véhicules électriques, si tant est que vraiment cette mutation nous emmène vers des empreintes moindres, parce que le vrai problème, c'est d'éviter les effets rebonds, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais de transition, il n'y a que de l'addition. Voilà. Donc, la question de la sobriété est à l'ordre du jour avant toute chose. Sur les plastiques, sur la température des bâtiments, sur l'isolation des bâtiments. Donc là aussi, des grands programmes d'investissement pour isoler les bâtiments, mais je ne suis pas sûre qu'on organise si bien tout cela parce qu'il y a une question très pratico-pratique de capacité de mettre en place des choses, des acteurs et des métiers qui ne sont pas forcément encore, les gens ne sont pas encore forcément formés. Donc voilà. Et puis, un élément qu'on peut citer aussi toujours dans cette dimension fiscale ou de taxation, c'est l'ISF climatique. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer d'inclure dans l'ISF l'empreinte carbone et donc de faire des variations sur la base de l'empreinte carbone du foyer fiscal en question. Ça ferait des grosses différences, hein, d'après ce que j'ai vu en termes de simulation, et on récolterait des montants assez importants supplémentaires, c'est-à-dire que je crois que ce serait de l'ordre de 4 milliards en plus des 5 milliards que rapporte l'ISF. Ensuite, on peut aller plus loin. Alors, on peut avoir l'idée donc aussi de la conditionnalité des aides publiques. Alors, c'est vraiment un point très important pour la PAC, mais au niveau de notre hexagone, la conditionnalité, je ne crois pas qu'elle soit de mise avec une grosse exigence aujourd'hui du point de vue de la relance actuelle. En tout cas, ça n'a pas la dimension qui est celle que j'ai pointée, c'est-à-dire de permettre une redirection économique de certaines entreprises. Et ça pose d'ailleurs le problème qui est posé à la CDC, à la Banque des territoires, sur comment est-ce qu'on assume les passifs d'entreprises qui sont totalement dans le rouge. Et comment on fait ça? Ça, c'est loin d'être traité. Et alors certains disent, bah, laissons-les mourir, mais c'est une valeur économique, donc c'est pas non plus, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, alors ça, je dirais, c'est ce qui me vient ici dans l'espace de français. Je dirais qu'on peut aussi, dans les territoires, travailler sur des effets d'entraînement, et ça se passe, hein, sur des bases d'une économie territoriale résiliente, où on se donne des indicateurs, c'est ça qui va être déterminant, c'est sur quelle base on fait cette analyse de résilience. Et pour cela, il faut une sorte de boussole éco-compatible, nous, qu'on essaye de construire. Et je vais vous dire d'ailleurs dans quoi elle va être testée très prochainement. Je suis impliquée dans la Convention des entreprises pour le climat, donc qui fait suite à la Convention des citoyens pour le climat, qui donc 150 citoyens tirés au sort. Et bien là, ce ne sont pas des entreprises tirées au sort, ce sont des entreprises qui sont volontaires pour bâtir une feuille de route de soutenabilité forte, avec des personnes qui sont des citoyens comme vous et moi, qui sont sortis de leur job dans des grosses entreprises, et qui ont lancé cette dynamique qui est une dynamique voilà, d'origine citoyenne, à vocation extrêmement ambitieuse, puisque ces personnes sont en train de se former. Donc moi, je vais animer la prochaine session les 11 et 12 mars à Marseille.
sur le vivant et sur les nouveaux modèles d'affaires, et en essayant justement de guider sur cette boussole d'éco-compatibilité où il faut être à la fois frugal, où il faut être à la fois dans des nouveaux repères pour s'inscrire dans un territoire, c'est-à-dire de fonctionner en mode coopératif, d'être ce qu'on appelle multi-solving, c'est-à-dire résoudre plusieurs problèmes en même temps. Vous voyez, enfin, forcément, c'est toute une palette et il ne s'agit pas de répondre à un seul. Moi, je suis assez hostile à ceux qui prennent les 17 ODD et puis disent ah ben moi, c'est très bien, j'ai les deux premiers, ou je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être bon dans les 17. Et donc, il faudrait presque donner d'ailleurs des niveaux de score sur chacun des ODD pour véritablement avoir un cap intéressant. Donc, vous voyez qu'il faut donc qu'on partage. Alors là, c'est le jeu de l'État, très important ce point, c'est d'instaurer des labels, enfin des référentiels communs. Ça, c'est majeur ce point. Parce qu'aujourd'hui, dans l'extra-financier, chacun y va de son cabinet qui va faire sa cuisine à lui. Et donc, on a une véritable jungle je dirais, où on a beaucoup de mal à se repérer. Et c'est vrai pour l'extra-financier, c'est vrai, ça va être vrai pour toutes les métriques sur l'environnement et sur le social d'ailleurs. Donc là, l'État doit jouer son rôle de fédérateur, de référentiel vraiment d'intérêt. Et puis, au niveau international, je vais juste aller un tout petit peu plus loin que tout à l'heure sur la question donc des référentiels européens versus anglo-saxons. En Europe, la plupart de nos PME fonctionnent en coût historique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur cette valeur de marché dont parlait Nicolas Boulot, que je citais tout à l'heure. Et donc, ils fonctionnent sur cette base-là et ils ont un référentiel qui est de développer les dimensions environnementales, sociales et gouvernance, le SG, dans les entreprises, avec des cabinets de conseil qui s'étaient développés, Vigéo en faisait partie, sauf que la plupart des cabinets de conseil et surtout d'évaluation, hein, de notation, tous ces cabinets ont été rachetés par le monde anglo-saxon. Et donc, nous sommes en risque aujourd'hui d'être totalement inféodés à la vision anglo-saxonne qui est, elle, totalement sur régulation des marchés et qui, au niveau des règles comptables, se fie à un organisme privé qui est l'IASB, qui forge les normes comptables. Et c'est la seule situation dans le monde où nous nous mettons, je dirais, au pas par rapport à quelque chose qui a été décidé dans un espace privé, ce qui est totalement illogique. Et c'est là que, je dirais, la nomination d'Emmanuel Faber est problématique parce qu'il se met dans un espace dont la légitimité est contestable. Et donc, je ne vois pas très bien comment il va pouvoir, même si je crois beaucoup à sa sincérité, je ne vois pas très bien comment il va pouvoir asseoir une légitimité en étant lui-même dans un endroit qui n'est pas, je dirais, le consensus politique que nous avons en Europe avec les travaux certes fastidieux, longs, pas très réactifs de l'EFRAG et de la DG Finance, mais enfin de la direction finance de la Commission européenne. Mais donc on a là une question de légitimité à faire valoir au niveau européen en mettant en avant l'importance de considérer autre chose que le financier. Et justement, par rapport à ce dernier point, il y a deux questions là, qui ont été posées. Une première, tout à l'heure, tu citais tout un travail que tu as pu faire avec des entreprises comme Danone, Veolia, enfin, et en particulier ces entreprises à mission. Hein, tu parlais de Faber, enfin, des entreprises à mission.
quelle influence, quel impact ça peut avoir, ce type de travail, à la fois pour une entreprise comme Danone, qui a été initiée, et ces entreprises, en quoi elles peuvent être aussi influentes et influencer leur secteur pour faire écho aussi à ce que tu disais, de contrebalancer une, une norme qui nous est imposée par un secteur économique non progressiste sur ces sujets. Oui, là, on tombe sur des choses assez ténues et enfin, difficiles, parce que les marges de manœuvre ne sont pas très évidentes. Déjà, une première chose, c'est la difficulté dans les entreprises de faire dialoguer de manière efficace, organique, je dirais, les services de RSE avec les secteurs, les services financiers. Alors, on voit bien quand on a monté l'Alliance combien ça promeut ce type d'articulation et de compréhension réciproque. Et je dirais c'est un des points dont je suis la plus fière, c'est cette chose invisible qui est qu'au moins les gens se parlent et essayent de trouver un langage commun. Donc déjà, c'est un point important parce que le langage commun, c'est justement le problème de les financiers vont rendre des comptes sur les marchés internationaux sur des bases, alors que la RSE va rendre des comptes dans un autre langage plutôt à la société. Et donc, ça pose problème. Alors, comment faire? Alors, moi, ce que je vois dans les entreprises qui essayent de faire des tentatives de mise à plat de leurs externalités, de mise à plat de leurs impacts, c'est l'amorce de l'inclusion, de l'intégration de ces signaux biodiversité, carbone, dans la gouvernance des entreprises. C'est quand même assez tangible maintenant sur la question du climat, où les entreprises ont le retour, elles savent se situer, et toutes les réglementations dont dont je viens de parler, concourent à cela. C'est-à-dire elles vont voir leur niveau d'alignement. Et on va avoir les résultats fin d'année, je crois, donc sur l'année 2021, de ce que donnent les scores des différents grands groupes qu'on évoque là. Pour ce qui est, par exemple, enfin, de certains grands groupes, pour le carbone, donc il y a ce travail qui est fait. Moi, ce que je vois, c'est que c'est souvent en décomposant leur activité qu'elles peuvent faire évoluer les choses par ce qu'on appelle des business units. Et donc, en travaillant en sous-partie, pour les travailler sur des possibilités de voir justement comment les réajuster. Mais là, il faut quand même bien souligner que l'outil comptable est très, très lourd à cet endroit-là. Et que le plus efficace aujourd'hui, c'est les incitations. Ce sont les incitations, ce sont les réglementations dont je viens de parler au niveau européen, et que là, la comptabilité, elle va mettre un temps fou à monter les échelles. Toutes les expérimentations comptables qui ont été faites, que ce soit chez Auchan, que ce soit même chez Kering. Alors, Kering, c'est peut-être un peu moins vrai, mais c'est une comptabilité peut-être un petit peu de visibilité sur l'empreinte environnementale de l'entreprise dont Kering dispose. Hein, donc, ça, c'est une réalité. Mais toutes les expérimentations autres sont plutôt à petite échelle, c'est-à-dire que pour Auchan, c'est un magasin qui a fait un bilan comptable, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit à un niveau de maturité où on peut dire, tiens, par la comptabilité, on voit une trajectoire de progrès écologique de manière extrêmement claire. Et même à contrario, c'est un peu la question que pose Patrice dans le chat, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir comme conséquence négative le fait de, par exemple, tu parlais du carbone, tout de suite ça fait penser au marché carbone, au marché, à toute la compensation carbone, et même si on est sur des volontés de comptabiliser ou de sortir aussi de la valeur monétaire tous ces enjeux, on arrive à une financiarisation, donc on revient
on revient aux excès qu'on veut dénoncer. Oui, oui, oui. Et euh, je pense que il y a vraiment une comment, la question des effets d'entraînement. Euh, euh, on peut dire, c'est pas grand-chose. On voit énormément de collectifs d'entreprises qui se mobilisent sur le vivant, autour d'entreprises pour l'environnement, par exemple. On voit quantité de mobilisation se faire. Euh, elles ont, elles ont elles ont plus ou moins comment dire, d'ambition et d'exigence, mais elles permettent, on voit sur le plastique, c'est très, 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 très présent aussi, donc elles sont largement insuffisantes, mais elles témoignent que les entreprises sont en train de se dire je ne peux pas rester comme ça sans bouger. Si je reprends l'exemple de la Convention des entreprises pour le climat, où il y a surtout des PME d'ailleurs, pas beaucoup, je ne pense pas qu'il y ait de grands groupes, hein, mais il y a vraiment là de leur part une volonté de serrer les verrous un peu partout, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, elles ne sont pas seulement à se dire je vais m'occuper du carbone, elles sont en train de se dire je vais aussi m'occuper de mon modèle d'affaires, je vais m'occuper de la biodiversité, je vais m'occuper de la question sociale aussi. Et d'ailleurs, il y a une chose intéressante, c'est qu'on voit naître des nouveaux modèles d'entreprise qui sont multifonctions, c'est-à-dire qui ne sont pas uniquement sur une seule dimension. Je prends l'exemple de Ulteria, avec qui je discutais il y a quelques jours. C'est une entreprise récente, hein, bien sûr, donc on ne peut pas dire qu'elle a travaillé sur une bifurcation, mais c'est une entreprise qui fait à la fois du travail sur le bois pour équiper les grandes surfaces, enfin donc la disposition des différents produits. Et elle fait aussi un travail, elle a créé une école, elle a créé une crèche. Enfin, vous voyez, l'entreprise se retrouve à avoir un petit peu comme Pocheco dans le nord de la France, alors là, qui a vraiment changé et enrichi son travail, qui était un fabricant d'enveloppes papier, et qui, au vu du problème qu'il y a de moins en moins d'envois postaux, eh bien, a diversifié son offre pour pouvoir s'adapter sur son territoire. Alors, c'est peut-être faisable à une échelle de petite entreprise, mais bon, moi, je trouve que l'agilité des entreprises, et je vois qu'il y a quelques questions d'ailleurs qui sont posées sur le fait que certaines entreprises sont en train de produire du biocarburant pour les avions, etc. Donc, effectivement, il faut considérer ce qui est en train de se passer, mais le point très important, c'est qu'on fasse des bilans totaux. C'est-à-dire que quand on fait, si je reprends cet exemple des biocarburants, eh bien, qu'on fasse bien attention à quel type d'agriculture a permis cette production de carburant. Alors peut-être que c'est à partir de déchets, peut-être que c'est à partir de bois, je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, l'empreinte, on sait que le plus gros de l'empreinte environnementale, c'est souvent, en tout cas pour ce qui est des produits agricoles, c'est souvent la manière de penser l'agriculture. Et si l'agriculture est lourde en intrants, eh bien, on a un bilan qui est pas bon du tout. On commence à s'acheminer petit à petit vers la fin de notre temps. Une question par rapport à la campagne présidentielle. C'est Jean-Guillaume qui nous la pose, qui fait écho là, du récent livre du Shift Project intitulé Climat, crise, le plan de transformation de l'économie française.
et qui, selon, d'après Novetic, aurait une capacité de réintroduire les enjeux environnementaux dans le débat présidentiel français. Comment tu vois enfin, cette capacité, cette possibilité? Alors, la question est posée sur Tech for Life, mais on peut aussi l'élargir aux autres acteurs que tu peux connaître. D'ici 2 mois, finalement, comment réintroduire ces enjeux pour que tout ce que tu viens de dire, enfin, à la fois au niveau de la comptabilité ou à la fois sur la prise en compte de toutes les externalités, un travail de cohérence aussi d'ensemble pour mieux concilier l'activité économique avec la sauvegarde du bien commun, la gestion du bien commun. Comment, tu vois, quels sont, d'après toi, les leviers à court terme faisables ou à actionner pour injecter ces sujets dans la campagne présidentielle? C'est une question très, Difficile. très compliquée à 2 mois des présidentielles et au vu de la tournure actuelle du débat public qui est totalement quasi nul, encéphalogramme plat, on va dire. Et je dirais même, à ma grande surprise, pour avoir écouté Yannick Jadot dimanche soir, on voit que les argumentaires n'ont pas véritablement été reconfigurés. C'est-à-dire qu'interroger sur la question du pouvoir d'achat, qui est le point touchy au possible, eh bien, il argumente en disant que, eh bien, on va réallouer par des effets de taxation des moyens sur des agricultures mieux disant pour l'environnement. On va donc avoir des coûts du bio qui ne vont pas être supérieurs au coût du non bio, du conventionnel. Et ça, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure pédagogie. Parce qu'il va falloir à un moment donné quand même signifier que le conventionnel, il a des coûts cachés. Et je ne comprends pas pourquoi cette chose-là que j'essaye de signaler dans beaucoup de milieux, notamment les milieux de la bioéconomie, notamment pour ceux qui fabriquent avec justement avec le monde vivant, que ce soit pour l'énergie ou pour les matériaux. Eh bien, énormément d'entreprises se sont effondrées parce qu'elles se sont mises sur la fabrique de produits biosourcés, par exemple, et puis, comme leurs externalités positives, pour parler comme ça, leurs impacts positifs ne sont pas comptabilisés, voilà, c'est tout. Et comme les autres, leurs externalités négatives ne sont pas comptabilisées, ça s'appelle une concurrence déloyale, en fait. Et donc, cette concurrence qui est donc à armes inégales et donc cette espèce de ce que j'appelle moi la règle du jeu économique qu'il faudrait réinstaurer, il va falloir que ça arrive dans l'espace public. Et si ce n'est pas les écologistes qui l'amènent, je ne vois pas qui va pouvoir apporter cette lecture-là. Donc je suis désolée parce qu'en plus, pour avoir travaillé avec Delphine Bateau, qui est la porte-parole de Yannick Jadot, avec Alexandre Rambaud, nous avions pris le temps voilà. Donc je pense que ça va être très, très compliqué. Je pense que le risque est important d'avoir d'un côté des citoyens qui ont compris le constat, parce que le constat, c'est que voilà, les gens voient bien que la Terre est en train de devenir inhabitable et que les jeunes sont en train de dire que l'humanité est menacée. Donc, les gens ont compris. Et face à ça, ils savent très bien la menace. Et donc, ça peut être une cause commune et en même temps, personne ne l'adresse véritablement. Alors, j'espère que je me trompe, c'est-à-dire que j'espère qu'au contraire, depuis des espaces différents, on va voir apparaître ces questions. Peut-être qu'il faut aller plus loin dans les débats. Et, en tout cas, moi, j'espérais, pour dire les choses, que la primaire populaire joue ce rôle de primaire des idées. Et d'ailleurs, je continue
à maintenir dans cet espace-là mon insistance à dire que cette primaire n'a pas vocation à soutenir telle ou telle candidature, mais a vocation à instruire un certain nombre de sujets je dirais, d'intérêt citoyen partagé, qui est celui voilà, de l'habitabilité de la Terre, et donc de donner, de fournir dans l'espace public des cadres de pensée, des propositions qui aident à structurer cette cohérence dont tu parlais, Philippe, qui est vraiment le maître mot, ces effets d'alignement que j'essaye de décrire dans cet exposé, c'est-à-dire qu'il y a des financiers qui effectivement sont en train de s'organiser pour avoir un impact systémique, pour que les acteurs s'alignent pour produire, je prends un exemple, un matériau qui va être compostable, d'emballage, et qui va être, voilà, et qui fait que toute la chaîne de valeur va être repensée depuis une innovation, une conception, avec une fin de vie qui est cohérente, avec des acteurs qui sont capables de traiter cette fin de vie. Donc, au lieu de passer par des sujets de responsabilité élargie des producteurs, c'est une très bonne chose aujourd'hui, hein, tout le monde devrait avoir une responsabilité élargie, en fait. Et donc, le metteur en marché doit forcément penser à, s'il met sur le marché, il faut qu'il supprime la notion d'obsolescence programmée, qu'il récupère les matériaux précieux, voilà, que ça soit que l'usage soit le plus optimisé, et qu'on ait donc une économie de ressources et que la ressource soit recyclée le plus possible. Donc, et donc, il y a des investisseurs, il y a des entreprises qui se mettent sur un effort de circularité comme cela. Il y a beaucoup d'ONG qui aussi s'emploient à faire advenir cette transformation. Il y a les écoles, les grandes écoles, les universités qui enseignent autrement. Et puis, par exemple, l'exemple du campus de la transition, là, avec tout ce qu'il Voilà. fait pour influencer sur les projets, les programmes pédagogiques des grandes écoles. Oui, et alors moi, ce que j'espère, c'est que ces milieux-là s'emparent du sujet économique, parce que si l'économie n'est pas reliée, si l'écologie n'est pas reliée aux prises économiques, ça va pas pouvoir être transformatif. Et donc, les savoirs transformatifs qui sont à l'interface entre la pratique, la capacité de transformation de l'économie et l'innovation, c'est vraiment un point très important. Et pour échanger avec pas mal d'enseignants, ce qui me semble très essentiel, c'est de ne pas en rester à description du problème, de l'anthropocène, des limites planétaires, etc. Mais c'est quoi les possibilités de transformation des règles du jeu pour avoir une distribution des rôles qui soit cohérente, où chacun puisse faire sa part, et que ceux qui ont les plus grosses empreintes soient les plus actifs à rectifier les choses. Ça me semble Donc, important. donc c'est pour ça qu'à t'écouter, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat ou la Convention des entreprises pour le climat, de fait, sont des super lieux pour être des caisses de résonance, justement, pour à la fois témoigner de cette prise en compte citoyenne sur ces enjeux pour réduire le décalage entre les décideurs politiques et la prise de conscience citoyenne, mais aussi d'être des boîtes à idées pour agir, pour proposer des solutions. On pourrait imaginer une convention politique pour le climat Oui, dans l'image. c'est ce qui est en train de se passer, en fait, figure-toi. C'est que d'abord, il y a des déclinaisons de cette convention qui se passent dans des très grands groupes très puissants qui ont demandé à faire ce parcours là récemment, et qui viennent démarreront en mars. Il y a du côté de la Convention des entreprises pour le climat, ce collectif, des rencontres à l'Assemblée nationale. Il y en a déjà eu une, il y en aura une autre qui est programmée. Il y a la rencontre qui a eu lieu il y a 10 jours avec Pascal Canfin, avec des chefs d'entreprise qui disent « mais mettez-nous en place une comptabilité augmentée, et environnementale et sociale ».
Et on a entendu Pascal Canfin dire ben, c'est tout ce que j'espère, hein. C'est-à-dire que les différentes réglementations qui sont en place, elles concourent véritablement à remettre tous ces signaux à l'intérieur de l'entreprise qui permettent de se situer et de se mettre en conformité et en adéquation pour que l'entreprise soit pas seulement solvable, mais surtout qu'elle atteste qu'elle est viable en fait. Donc c'est très intéressant parce qu'ils sont en train de créer une sorte de dynamique au-delà du monde de l'entreprise, je dirais oui, moi je parle d'alignement de plus en plus, d'alignement des planètes dans différents espaces, et ça c'est puissant à mon avis. Bon, un très, très grand merci à Dorothée pour tous ces éclairages, parce que c'était passionnant. Je pense que c'est partagé. C'était vraiment passionnant pour tous ces exemples. Bon, le sujet est complexe et comme toujours, le temps est trop court, mais déjà, tu nous as donné pas mal de clés de lecture, à la fois pour comprendre et aussi pour prendre espoir. Pour prendre espoir qu'il y a plein de choses, comme tu dis, qu'il y a des alignements. On enverra dans un mail à toutes les personnes qui sont inscrites, on rappellera les références de quelques éléments que tu nous as mentionnés pour que les personnes qui le souhaitent aillent plus loin. On vous donne rendez-vous à notre prochaine conférence qui aura lieu au mois d'avril. Et justement, on invite la Convention des entreprises pour le climat à notre prochaine conférence au mois d'avril pour qu'ils puissent témoigner, eux aussi, à leur niveau, sur comment ils voient leur rôle et leur responsabilité et tous les leviers d'action qu'il peut y avoir au niveau des entreprises pour influencer sur le modèle actuel et puis arriver par une transition, une métamorphose de notre société vers une société qui soit plus écologique, plus juste et solidaire. Oui, nous allons lancer un événement qui aura lieu le 18 juin à Ground Control Paris, qu'on appelle la fête à Pigou, en référence à Pigou que j'ai évoqué tout à l'heure. Et cet événement sera précédé de 3 sessions de formation à ces comptabilités écologiques, vraiment pour aider à la compréhension de ce défi et aider les acteurs à se mettre en route pour cette transformation. Bon, un très grand merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints une nouvelle fois. Cette conférence, comme on vous mettait, est disponible sur notre site internet, sur la chaîne YouTube, si vous voulez la revoir, si vous voulez revoir ce qui a été dit. On vous donne donc rendez-vous au mois d'avril pour une prochaine conférence dans ce cycle autour de l'économie avec la Convention des entreprises pour le climat. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux ou à vous inscrire à notre lettre d'information pour être au courant de l'actualité de la Fondation Terre Solidaire, que ce soit les conférences ou aussi pour que vous puissiez mieux comprendre quels sont les projets ou les dynamiques qu'on soutient en France et à l'international pour aller dans le sens qui a été abordé entre autres par Dorothée. Merci Dorothée, merci à toutes et à tous et passez une belle soirée. Au revoir. Au revoir.